véritablement la substance vivante sur Terre? Est-ce que c'est nous, le matériel, ou est-ce que ce sont pas les idées qui sont immatérielles et qui utilisent les cellules pour se transmettre? Edilim, une étude sensible sur la relation théâtre et écologie, qui interroge notre rapport au vivant et à l'espace dans le milieu artistique. Cette recherche est menée par Marie-Cécile Dupas, physicienne sur les flux et les réseaux, Gabriel Dupas et Sébastien Ronce, directrice et directeur de production scénique, et Aurélie Grandendal, metteuse en scène. Un travail collectif qui propose de croiser les regards scientifiques et artistiques pour composer une communauté éphémère et renouveler les regards et les possibles d'action. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, Edilim, c'est un projet de recherche, art et sciences, qui interroge le théâtre et l'écologie. En fait, les arts vivants et notre rapport au vivant. Donc nous nous sommes réunis, Sébastien et moi-même Gabriel, co-directeur de Boîte Noire, c'est une structure d'accompagnement artistique. Aurélie, qui est artiste metteuse en scène du Duck Doen Group, que vous venez d'entendre dans le jingle juste avant, et Marie-Cécile, scientifique chercheuse au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain. On s'est réunis en fait avec l'envie de croiser nos regards d'artistes, de scientifiques, d'administrateurs, et de manière sensible et spontanée. Tous les quatre, nous nous interrogeons à travers nos expériences personnelles et professionnelles sur nos modes de vie, notre capacité à agir et comment participer à une transformation, comment changer de paradigme. Donc notre point de départ a été de se réunir donc et de réfléchir à comment créer et rassembler une communauté éphémère de personnes, d'artistes, de scientifiques, de chercheurs et chercheuses, de travailleurs et travailleuses culturelles ou d'entreprises qui ne travaillent pas forcément ensemble, mais qui ne se connaissent pas, mais qui en échangeant, en collaborant, pourraient créer une réflexion, apporter des idées. Et notre objectif, c'était de permettre un espace d'apprentissage, de connaissance, de croiser les regards, de décloisonner les disciplines, de créer des liens et des ponts. Alors, le projet initial de croiser les regards sur la thématique écologie et théâtre ont conduit nos réflexions vers un besoin, vers un souci de représentation des idées et afin de mener un débat. Donc on a essayé de créer un outil que l'on a nommé Constellation et qui permet de représenter l'émergence des idées au sein d'un groupe de personnes. Donc les personnes interrogées proviennent de milieux professionnels, parcours très divers, et ils nous ont donné des points de vue différents. Donc la constellation est un réseau. Les réseaux permettent de modéliser des interactions entre les composants d'un système afin d'en réduire sa complexité. Donc les réseaux et la théorie des réseaux de manière générale a été très utilisée dans de nombreux domaines. Donc par exemple en mathématiques sous forme de graphes, en sociologie, les réseaux sociaux, ou bien pour les transports et bien évidemment en physique. En fait, tout ce qui est système complexe. À partir du moment où on peut définir des entités qui ont des interactions entre elles par des nœuds et des liens. Donc c'est ça qu'on va dénommer des réseaux. En plus de décrire la structure des interactions dans un système, les réseaux offrent un outil efficace de visualisation de notre système. Et donc nous allons vous présenter ici comment on a utilisé cette théorie pour modéliser l'émergence des idées au sein d'un groupe social. Donc tout d'abord, on va vous expliquer le processus de collecte des données. Oui, donc avant de vous montrer la constellation, en fait, on va vous présenter donc le processus de travail. Donc comme je vous l'expliquais, on a eu envie de créer une communauté éphémère composée d'artistes, de scientifiques, de chercheurs, de journalistes, de travailleurs culturels qui sont issus de différentes générations, de différentes notoriétés. Et donc notre point de départ, ça a été de mener une série d'interviews auprès de ces différents corps de métier. Et donc c'est à l'aide d'un questionnaire préétabli qui est composé d'une vingtaine de questions, qui est le même pour chacun, et qui interroge en fait la personne sur son expérience personnelle, son expérience professionnelle, son rapport à l'art, sa relation à l'environnement et à ce qui l'entoure.
Et les questions varient entre des aspects plus sensibles, plus spontanés, voire anecdotiques, et des aspects qui sont plus conceptuels. Donc ce matin notamment, vous avez pu entendre au cours de la journée des extraits sonores, des questions telles que « Quelle est votre définition du théâtre ?» ou « Pouvez-vous nous donner une image de l'avenir ?» Et ce questionnaire nous a permis de nous placer, nous, dans une position d'écoute, et qui nous a un peu déplacés aussi de nos postures habituelles. Ces entretiens, on les a toujours réalisés à l'oral, soit en direct, soit en visio ou au téléphone. Et ce sont des moments qui ont été des moments d'échange, de partage, qui nous ont permis d'acquérir des connaissances, qui nous ont ouvert à de nouvelles visions, qui ont nourri nos expériences personnelles et professionnelles, et à chacun de nos niveaux, que ce soit en tant qu'artiste, en tant qu'administrateur ou en tant que scientifique. À ce jour, on a récolté une centaine d'entretiens qui durent en moyenne entre 60 et 90 minutes. Et ensuite, après avoir récolté cette matière sonore, tous les 4 du comité de pilotage des DILIM, nous avons réécouté les entretiens. Et nous avons mis un protocole assez simple, c'est qu'à chaque écoute, individuellement, on devait procéder à un rapport d'étonnement, et en partant de cette question simple, qu'est-ce qui nous surprend dans ces entretiens? Et c'est lors de réunions pour mettre en commun que nous partagions ces rapports d'étonnement et que nous échangions sur qu'est-ce qui nous permet de déplacer notre regard, d'ouvrir des possibles d'actions, de redéfinir un vocabulaire commun, de définir une liste de leviers possibles pour le futur et notamment dans la création artistique. Et donc, c'est au cours de ces rapports d'étonnement qu'on s'est rendu compte de l'émergence d'idées et de thématiques communes entre les différentes personnes interviewées. Et effectivement, régulièrement, les participants ont évoqué les mêmes questionnements, ils soulevaient des idées communes, même si les réponses sont très variées, très très variées. Donc pour toutes ces personnes mises en lien de manière fortuite, nous avons imaginé pouvoir les connecter entre elles, et autrement que par leur milieu professionnel ou leur notoriété ou leur réseau habituel. Et c'est là que l'idée donc de créer une constellation a alors émergé. Alors, je vais rentrer plus dans le détail technique de la constellation, donc, qui est l'outil de représentation de l'émergence des idées au sein de notre groupe social. Donc, c'est le réseau qui peut nous permettre de décrire des interactions entre des entités. Notre cas se situe plutôt dans la sociologie, mais à la différence où, en fait, en sociologie, ils ont beaucoup utilisé des réseaux pour décrire les dynamiques d'interaction sociale au sein d'un groupe social. Mais nous, ici, ce qu'on voulait mettre en relation, c'était... on voulait mettre les participants en relation selon les thèmes auxquels ils ont été sensibles. Donc en fait, on a fait des thèmes. Ici, vous pouvez les voir, ils sont sur le côté. Il y a 12 thématiques, pardon. Donc les nœuds sont les participants et ils sont connectés aux autres participants s'ils ont des thématiques en commun. Donc le lien qui relie deux nœuds est proportionnel au nombre de thématiques. Donc les nœuds qui ont le plus de thématiques sont connectés avec le plus de nœuds. De plus, donc là on voit que... excusez-moi. Donc on a aussi un algorithme de positionnement des nœuds qui permet en fait de positionner les nœuds de façon à ce que les liens soient à peu près tous de la même longueur et que les liens font le moins de croisements possible. Donc les nœuds les plus centraux se retrouvent au centre de notre réseau. Ici on peut observer, il y a un échantillon de 24 personnes et donc 12 thématiques. Donc on peut bien voir là sur cette vidéo que l'algorithme de positionnement et la visualisation en réseau nous permet vraiment de dégager des groupes d'individus selon les thématiques auxquelles ils sont sensibles. Du coup, à ce jour, on a traité un échantillon de 24 personnes, comme le disait Marie-Cécile, sur les 100 entretiens, et nous avons dégagé 12 thématiques. Ce que je vous propose, c'est de vous donner des exemples, plusieurs exemples de ces premières thématiques ainsi émergées, des entretiens, et puis nous les avons reformulés à l'aide d'un sous-titre pour en explorer les dimensions sous-jacentes qui ont été évoquées pendant les entretiens.
Alors la première thématique que nous avons choisie, c'est les générations, ou comment l'action et la sensibilité peuvent se faire à travers les âges, notamment la place des enfants et le lien intergénérationnel. La deuxième thématique, ce sont les croisements, ou comment l'autre vivant peut nous inspirer dans notre manière d'habiter le monde. Troisième thématique, c'est le contrôle et la domination, ou comment s'interroger sur notre rapport au système de création, de décision et de sensibilité. Autre thématique, ce sont les finances, la comptabilité dont on a parlé cet après-midi, ou comment inclure la gestion d'un projet ou d'une entreprise dans les enjeux environnementaux. Cinquième thématique, les rituels, ou comment se connecter par la force de l'habituel, du rite et du collectif. Et dernière thématique, le rapport d'échelle, ou comment infuser les enjeux environnementaux dans nos modes de vie et nos modes de travail. De plus, la constellation, en plus de pouvoir représenter l'émergence des idées au sein de notre groupe, a pour finalité de devenir un site internet de manière à archiver les extraits sonores des entretiens. Donc, en sélectionnant une thématique, l'utilisateur va pouvoir voir en surligné orange tous les participants qui relèvent de cette thématique. Et en plus, il peut sélectionner un nœud. Et en sélectionnant le nœud, les thématiques les extraits sonores vont apparaître selon les thématiques. Donc voilà, exactement comme cet exemple-là, il suffira de cliquer sur un nœud et ensuite on aura les différents extraits sonores par thématique. Donc c'est un outil ludique et accessible et qui est également voué à s'étendre au fur et à mesure que de nouveaux participants vont s'ajouter au projet ou de nouvelles thématiques seront abordées. Donc, en résumé, la constellation que vous venez de voir, c'est un outil artistico-scientifique, ici des interviews, qui nous servira pour la suite du projet Edilim. Maintenant, notre recherche continue en traitant ces thématiques et en créant des groupes de travail de 2 ou 3 personnes, en prenant le soin de mélanger évidemment les spécialités et les champs d'activité de chaque personne interviewée. Par exemple, vous pouvez trouver dans un groupe de travail un metteur en scène qui travaillera avec un ethnologue associé à une artiste de cirque. D'autres combinaisons sont possibles grâce à la pluralité des métiers qu'on a rencontrés dans ces interviews. Je vais vous en citer quelques-uns, dans le domaine artistique notamment. Donc on a rencontré des comédiennes, comédiens, acrobates, directeurs et directrices de centres dramatiques nationaux, des artistes plasticiens, des créatrices et créateurs sonores ou des danseurs chorégraphes. Dans le domaine scientifique, on a notamment rencontré des chercheurs-chercheuses en comptabilité ou en histoire de l'art, des sociologues, des anthropologues ou des physiciens. Dans le domaine culturel, on a rencontré des chargés de mission en spectacle vivant, des programmateurs ou programmatrices de théâtre, et aussi des administrateurs et techniciens de spectacle. Dans le domaine universitaire, on a rencontré des doctorants en physique ou en art, et des étudiants en développement des territoires. D'autres domaines aussi, on va dire un peu fourre-tout, font partie des entretiens, mais on a eu l'occasion de rencontrer des journalistes, professeurs de yoga, architectes ou chefs de projet en habitat social. Alors que vont faire tous ces spécialistes maintenant ? L'idée est que chaque groupe de travaille à partir d'une boîte à outils pour élaborer un objet qui soit écrit, sonore ou visuel ou tout autre, qui représentera leur réflexion sur la problématique de leur choix. Chaque objet sera propre aux spécialités de chacun et à la combinaison de leur travail en équipe. Ainsi, in fine, ces expérimentations interdisciplinaires permettront à Boîte Noire d'organiser une rencontre avec l'ensemble des interviewés accompagnés de leur objet. L'idée, c'est d'imaginer une communauté éphémère telle qu'une topographie sensible des idées, des actions et des objets qu'elle pourra créer ou inventer ensemble. Je voulais parler aussi de notre volonté aujourd'hui, c'est d'ouvrir cette réflexion à des spécialistes d'autres secteurs d'activité, notamment issus du champ de l'innovation sociale.
Notre volonté, c'est également de consolider notre partenariat avec le ministère de la Culture. Par exemple, on pourrait imaginer de développer un champ de création transdisciplinaire ou interdisciplinaire qui interroge ou qui intègre la notion du vivant. On voudrait aussi créer un partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire et pourquoi pas un lien interministériel avec celui de la culture. Aussi, nous partageons avec vous l'idée que les entreprises et les innovateurs sociaux sont un moteur essentiel pour agir pour le vivant. Et nous souhaitons rapprocher artistes ou personnes acteurs du champ artistique avec les personnes du secteur de l'entreprise. Ce rapprochement pourrait développer ainsi la réflexion qu'on a commencé à mener et l'action du projet Edilim à plus grande échelle. Merci de votre écoute. Merci beaucoup Gabriel et Sébastien et toute votre équipe. C'est work in progress, c'est une sorte d'apprivoisement effectivement sensible qui nous intéresse beaucoup dans la capture du moment. Et donc nous avons un nouveau moment un peu différent, mais qui est un rendez-vous qui a été pris l'année dernière, au premier moment des semailles, qui s'est passé en octobre, où l'équipe d'Emmanuel Thieu ici, qui est professeur d'art, enfin pas d'art plastique, pas du tout, de cinéma d'animation à l'école Estienne, a suivi l'événement des semailles et a proposé donc à ses différents étudiants, et je suis heureuse de vous revoir parce que c'était vu aussi au milieu, a proposé donc de capter certaines évocations qui ont été faites à cette occasion-là, de faire des binômes avec certains scientifiques ou certaines personnes qui étaient intervenues, et de laisser chacun des étudiants fabriquer un projet, un film d'animation dont Emmanuel va nous parler, et je ne serai pas plus longue. Un grand merci. Bonsoir à tous. Merci d'avoir résumé un peu ce qui s'est déroulé entre nous. En tout cas, c'est l'histoire d'une rencontre, de plusieurs rencontres, celle avec Dorothée, que je remercie, et puis aussi celle de la rencontre entre des scientifiques, ou en tout cas les intervenants lors des semailles, et les étudiants. Après, ce qu'on va vous proposer, ce n'est pas des films didactiques au sens TED-Ed où l'information va primer, où vous allez ressortir fort d'une information supplémentaire. Là, on va vous proposer plutôt des films poétiques qui vont faire passer la science sous la forme du sensible. Donc je vous propose une balade à travers ces films avec des thématiques qui sont spécifiques et qui sont plutôt très intimes. Donc c'est peut-être un petit peu surprenant quand on va parler de science, on va le rattacher à de l'intime aussi. Alors normalement il y avait plus d'étudiants, mais pour cause Covid, il y en a un petit peu moins. Et je vous présente juste là Ninon Kemener et Colline Fournier. Elles vont présenter très rapidement leurs deux films. Je vais les passer en premier, comme ça vous saurez quels films elles ont fait. Et puis après, je vais tout passer à la suite, tous les films, et si vous avez des retours ou des questions, on sera là juste après. Ils durent 2 minutes chacun les films. Colline, on commence par toi. Donc, bonjour tout le monde. Du coup, moi, pendant les semailles, j'ai rencontré Navi Rajou, qui travaille sur le concept de frugalité. Et du coup, j'ai réalisé un petit film d'animation sur mon interprétation de la frugalité et le rapport qu'on a aux ressources. Alors du coup, mon film, il est vraiment très métaphorique. C'est l'histoire d'un petit personnage qui va quitter un monde de consommation et d'exploitation pour découvrir les richesses de la frugalité, globalement. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Bonjour, moi j'ai choisi de baser mon film sur les recherches qui sont en cours sur un nouveau genre de sac plastique biodégradable recyclé à partir de déchets. Et j'ai fait d'un petit sac plastique biodégradable le protagoniste principal du film, et on va suivre son voyage de la ville jusqu'à la nature dans laquelle il va se dégrader. J'ai eu
quelques imprévus, donc j'ai pas pu terminer mon film et j'ai choisi de transformer mon film d'animation en une suite d'illustrations narratives avec un fond sonore. Donc ce sera plutôt un film contemplatif. Voilà, merci beaucoup. Et bonjour, voici la Terre. Ici, c'est la France. Ah non, pardon, ça, c'est la France. Ce département, c'est la Guyane.
Et cette personne, c'est Marine Calmet. Elle connaît bien la Guyane. Elle est juriste dans l'association Wild Legal et elle y va souvent pour rendre visite aux Wayana. C'est eux, les Wayana. C'est très joli chez eux, mais ils ont un problème. En Guyane, il y a de l'or. Voilà de l'or. Avec cet or, on peut faire quelques trucs utiles, mais on peut surtout faire des trucs jolis. Et des trucs qui sont utiles parce qu'ils ont de la valeur, et qui ont de la valeur parce qu'on les trouve jolis. On adore les objets en or. Ce sont des symboles de richesse et de puissance, un peu comme les diamants ou la fourrure. Enfin, la fourrure, c'est plus tellement un symbole de richesse et de puissance. C'est devenu un symbole de renard mignon, mais mort. Dans les rivières de Guyane, là où les Wayana se baignent, il y a de l'or. Cet or, si on l'extrait, on peut le vendre très cher à des gens. Ils en feront des objets que d'autres gens trouveront tellement jolis qu'ils voudront bien l'acheter encore plus cher. Marine, elle les aime pas, ces objets en or, parce que les gens qui viennent en Guyane pour récupérer de l'or dans les rivières, ils font de l'orpaillage. En plus d'être une cause de déforestation et de criminalité, l'orpaillage, ça pollue les rivières au mercure. Les Wayana se baignent dans de l'eau au mercure parce qu'on trouve les objets en or jolis. Marine, elle aimerait qu'on pense plutôt à ça quand on voit de l'or. Comme Marine est juriste, elle essaye de faire en sorte que le droit nous aide à protéger les Wayana. Elle milite pour faire reconnaître le crime d'écocide, pour donner une place aux écosystèmes dans le droit, et pour permettre aux Wayana de défendre dans les tribunaux la nature qu'ils côtoient. Voilà, je crois qu'on n'a pas le temps de passer tous les films. Alors je vous remercie de votre attention et puis je crois que vous les verrez peut-être à d'autres moments. Merci beaucoup, Dorothée. Merci beaucoup à tous les trois. Effectivement, j'espère bien qu'on verra demain matin ou après-midi les deux films qu'il faut remettre à demain. Mais vraiment, il y a vraiment des échos avec les semailles. C'est vraiment très riche et la diversité de vos approches montre qu'il y a une liberté d'interprétation qui nous fait du bien. Merci, merci beaucoup. Écoutez, je vous propose donc nous allons donc terminer cette journée. Un grand merci pour votre implication, vos contributions. On se donne rendez-vous demain à 9h, toujours dans ce lieu-là. Et je crois que la sortie, il faut la faire de ce côté-là, près de la sono, puisque je crois qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de notre salle très vite. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu le rush. Merci donc de libérer la salle au plus vite. À demain. C'est les étudiants Vous le ferez en notre nom. D'accord, très bien. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Ouais. Ouf. Ah oui, en plus, ça va être pas comme ça. Bonjour, voici la Terre. Ici, c'est la France. Ah non, pardon, ça, c'est la France. Ce département, c'est la Guyane. Et cette personne, c'est Marine Calmet. Elle connaît bien la Guyane. Elle est juriste dans l'association Wild Legal et elle y va souvent pour rendre visite aux Wayana. C'est eux, les Wayana. C'est très joli chez eux, mais ils ont un problème. En Guyane, il y a de l'or. Voilà de l'or. Avec cet or, on peut faire quelques trucs utiles, mais on peut surtout faire des trucs jolis. Et des trucs qui sont utiles parce qu'ils ont de la valeur, et qui ont de la valeur parce qu'on les trouve jolis. On adore les objets en or.
Ce sont des symboles de richesse et de puissance, un peu comme les diamants ou la fourrure. Enfin, la fourrure, c'est plus tellement un symbole de richesse et de puissance. C'est devenu un symbole de renard mignon, mais mort. Dans les rivières de Guyane, là où les Wayanas se baignent, il y a de l'or. Cet or, si on l'extrait, on peut le vendre très cher à des gens. Ils en feront des objets que d'autres gens trouveront tellement jolis qu'ils voudront bien l'acheter encore plus cher. Marine, elle les aime pas, ces objets en or, parce que les gens qui viennent en Guyane pour récupérer de l'or dans les rivières, ils font de l'orpaillage. En plus d'être une cause de déforestation et de criminalité, l'orpaillage, ça pollue les rivières au mercure. Les Wayanas se baignent dans de l'eau au mercure parce qu'on trouve les objets en or jolis. Marine, elle aimerait qu'on pense plutôt à ça quand on voit de l'or. Comme Marine est juriste, elle essaye de faire en sorte que le droit nous aide à protéger les Wayanas. Elle milite pour faire reconnaître le crime d'écocide, pour donner une place aux écosystèmes dans le droit, et pour permettre aux Wayanas de défendre dans les tribunaux la nature qu'ils côtoient.